Et chers téléspectateurs, pour aborder notre troisième sujet qui est les menaces de l'Iran de bloquer le détroit d'Ormuz qui ne cesse de se répéter. Nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio Dr Imam Khalil qui est professeur d'économie et de sciences politiques. Bonjour, bienvenue. Merci bien. Merci. Alors, premièrement, avant de commencer, on va passer ce commentaire. Chers téléspectateurs, le détroit d'Ormuz demeure un passage maritime stratégique au cœur des équilibres énergétiques mondiaux. Si l'accord récemment conclu a contribué à apaiser les tensions et à renforcer la confiance des marchés, cette voie essentielle du commerce international reste étroitement liée aux évolutions régionaux géopolitiques. Alors, entre accalmie diplomatique et vigilance stratégique, l'avenir du détroit d'Ormuz dépendra de la poursuite du dialogue et du maintien de la liberté de navigation dans le Golfe. Pour plus de détails, voici un commentaire. Le détroit d'Ormuz demeure l'un des passages maritimes les plus stratégiques au monde, assurant les transits d'une part importante des exportations mondiales de pétrole et de gaz. Après les avancées diplomatiques enregistrées à la suite de l'accord conclu entre les différentes parties concernées, les inquiétudes d'une escalade immédiate dans cette voie maritime semblent s'être atténuées. Cependant, malgré ce climat plus favorable, le détroit d'Ormuz continue d'occuper une place centrale dans les équilibres géopolitiques du Golfe. Pour l'Iran, cette zone conserve une valeur stratégique majeure et demeure un levier d'influence susceptible d'être utilisé dans le cadre des négociations régionales et internationales. Les observateurs estiment que l'accord a contribué à réduire les tensions et à rassurer les marchés énergétiques mondiaux, entraînant une amélioration relative de la confiance des investisseurs et des compagnies de transport maritime. Néanmoins, la stabilité du détroit reste étroitement liée à l'évolution des relations entre Téhéran et Washington, ainsi qu'à la mise en œuvre effective des engagements pris par les différentes parties. Les pays du Golfe, de leur côté, suivent avec attention le développement de la situation, conscients que toute perturbation de la navigation dans le détroit pourrait avoir des répercussions directes sur les exportations énergétiques et sur l'économie mondiale. Ainsi, même après l'accord, le détroit d'Ormuz demeure un élément essentiel des équations sécuritaires et diplomatiques de la région. Son avenir dépendra largement de la capacité des acteurs concernés à préserver le dialogue, à éviter toute escalade et à garantir la liberté de navigation dans cette artère vitale du commerce international. Si l'accord entre les différents côtés a permis d'ouvrir une nouvelle phase de dialogue et de réduire les risques immédiats de confrontation, le détroit d'Ormuz reste un indicateur sensible de la stabilité régionale. Son importance stratégique continue de faire de lui un enjeu majeur dans les relations entre les puissances régionales et internationales. Alors, de retour avec vous, chers téléspectateurs, avec notre invité, Dr Imam Khalil, qui est professeur d'économie et de sciences politiques. Dr Imam, premièrement, quand on parle de l'Iran et de son attitude, pourquoi l'Iran remet-il le détroit d'Ormuz au centre du jeu comme moyen de pression, malgré les progrès énergétiques dans les négociations en Suisse? Parce que l'Iran et le monde entier sait bien que le détroit d'Ormuz est un passage stratégique très important pour le commerce international. Il y a 20% du commerce international qui passe par le détroit d'Ormuz. Il y a les plupart d'exportation de pétrole et de gaz qui viennent du pays du Golfe passent par le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz. Donc, enfin, c'est un enjeu très stratégique, ou un levier très stratégique pour l'Iran, pour utiliser, pour profiter de trouver des conditions plus favorables pour elle avec les États-Unis. Elle va utiliser toujours pour faire des gains ou de profiter de la situation. Et ça va être un point d'instabilité permanente pour moi maintenant, car à chaque conflit entre l'Iran et les États-Unis, et l'Iran
et les pays du Golfe, on va voir toujours l'utilisation de droits d'Hormuz, de blocage, d'intervenir pour faire des problèmes pour le passage de commerce international. On parle dès le départ de cette crise que Israël a commencé les attaques et Israël est toujours n'existe pas sur la table des négociations, même l'accord, le dernier accord conclu n'a pas inclus Israël dans ces termes. Est-ce que vous pensez que Israël a un autre agenda, elle cherche d'autres objectifs, je dirais, que les États-Unis? Bien sûr, Israël elle profite de cette situation. À chaque fois, elle fait une attaque contre l'Iran, elle provoque et même contre le sud du Liban. Oui, avec oui bien sûr, parce que c'est lié un peu avec des relations avec l'Iran. Donc à chaque fois, il y a des attaques menées par les Israéliens. Et on va toujours voir plus de tensions entre l'Iran et les États-Unis. Et ça, c'est une question à poser. Quand est-ce qu'Israël va arrêter de provoquer les autres pays, d'attaquer les autres pays sans avoir de raison? C'est une question à proposer tout le temps. Est-ce qu'on peut, comme vous venez de dire, est-ce qu'on doit obliger Israël de respecter l'accord qui était fait entre l'Iran et les États-Unis récemment en Suisse ou non? Si on arrive à obliger ce pays de ne pas attaquer l'Iran, on va avoir plus de stabilité dans le passage de droit d'Hormuz, bien sûr. Il est à noter qu'avant les attaques d'Israël, le 28 février, le détroit d'Hormuz était navigation maritime internationale, c'était libre pour tout le monde, et il n'y avait pas même de crise là-dedans. Chaque désordre dans les zones de Golfe donne plus d'objectifs final pour Israël d'avoir une zone toujours dans l'état de guerre. Et moi aussi, en tant qu'économiste, je pose la question: comment un pays comme Israël peut financer toutes ces périodes de guerre sans arrêt avec son économie qui n'est pas en norme par rapport aux autres économies? C'est l'aide des États-Unis? Oui, ça c'est lié bien sûr avec l'aide infinie, soit directe ou indirecte des États-Unis. Oui, certainement. Selon vous, quel lien existe-t-il entre l'avenir du détroit d'Hormuz et la mise en œuvre des dispositions du mémorandum d'entente signé à Islamabad? Si il y a un respect pour cet accord entre guillemets à Islamabad, on va avoir un passage libre dans le droit d'Hormuz. S'il y a le moindre de tension entre l'Iran et les autres pays, on va toujours, c'est pour ça l'Iran elle utilise ce droit comme un levier stratégique pour négocier et avoir des conditions favorables pour garantir son sécurité et son comment dire, sa position de négociateur. Exactement, exactement. Et ça aussi, ça nous amène de poser à notre question: quand est-ce que le pays du Golfe autour de droit d'Hormuz va avoir un équilibre en termes militaires, par exemple, pour faire un équilibre dans le passage de droit d'Hormuz? Est-ce que les pays du Golfe, les Émirats arabes, l'Arabie saoudite et tout ça peuvent faire quelque chose pour avoir cet équilibre ou non? Ça, c'est à voir. Certainement. Quel message l'Iran cherche-t-il à adresser aux États-Unis et aux pays du Golfe à travers ces menaces implicites concernant le détroit d'Hormuz? Après le premier attaque d'Israël et les États-Unis vers l'Iran, je crois, après ça, l'Iran a gagné beaucoup de points dans son position dans le pays du Golfe. Et avant, on n'arrive pas à mesurer la force ou la capacité de l'économie et l'armée iranienne. Maintenant, l'Iran utilise le droit d'Hormuz comme un moyen de poser ces conditions.
pour profiter de négociations, comme je viens de dire, soit pour les garanties économiques et financières et aussi pour son programme nucléaire. Donc après ce conflit, on peut résumer que l'Iran, c'est le seul pays, entre guillemets, qui est sorti gagnant après ce conflit. Oui. De point de vue économie mondiale, quelles sont les répercussions de la fermeture du détroit d'Ormuz sur les marchés internationaux, surtout avec le prix du baril du pétrole qui ne cesse d'osciller de part et d'autre? Une fois le détroit d'Ormuz était fermé, où il y a le passage qui n'est pas facile, où il y a des problèmes de sécurité, on va bien sûr avoir des conséquences graves sur l'économie mondiale. Tout d'abord, la hausse du prix de baril de pétrole, la hausse du prix du gaz naturel, et aussi on va avoir ce qu'on appelle un regard négatif sur l'avenir de l'économie mondiale, car voilà, prospection négative pour l'avenir, donc ça va affecter la croissance économique mondiale, et ça c'est déjà fait. Et en plus de tout ça, cette situation augmente la dépense militaire dans les pays de Golfe de façon incroyable. Les plupart des ressources maintenant, il est transfert vers l'achat de l'arme, soit du côté américain, côté russe. Aussi, la continuité de fermeture de droit d'Ormuz peut provoquer un problème d'inflation mondiale qui peut amener le monde vers des problèmes de crise économique assez importants comme la crise de 44 ou 48 et la crise aussi de la guerre de 6 Ramadan de 73. Oui. Oui. Quand on parle également de la poursuite de ce conflit, à commencer par la fin du mois de février 2026 jusqu'à aujourd'hui, on parle à peu près la fin du mois de juin, à peu près plus de 3 mois. Là, l'économie mondiale, je pense qu'il peut survivre, mais pas avec de nouveaux coûts. Les nouveaux coûts, je pense, vont causer un effondrement vite, un effondrement rapide de l'économie mondiale. Exactement, car il y a une souffrance économique de la part de pays importateurs de produits pétroliers. Il y a une inflation qui augmente partout dans le monde. Il est à noter que ce n'est pas le pétrole ou le gaz naturel tout simplement, mais avec eux, la navigation mondiale, la navigation maritime internationale et également les engrais avec le marché des engrais dans le Golfe. Oui, le marché et aussi l'assurance maritime aussi, c'était une autre question qui ne cesse d'augmenter. Oui, exactement. Donc tous ces problèmes, bien sûr, provoquent un problème économique pour les plupart des pays, problème mondial d'avoir une inflation qui n'est jamais vue dans les 20 dernières années. Et dès que les périodes de conflit continuent, dès qu'on va avoir encore des problèmes économiques plus clairs, soit sur le niveau des finances, soit sur le niveau de production mondiale. Oui. Dans quelle mesure les discussions actuelles en Suisse parviennent-elles à contenir plutôt les tensions et à garantir la liberté de la navigation maritime internationale dans cette zone stratégique? Moi, j'ai dit que c'est un accord un peu fragile, car n'importe quel, comme on a discuté au début de rencontre, chaque attaque de la part d'Israël vers l'Iran va bien sûr provoquer une fermeture de problèmes de passage maritime de l'Odroit d'Ormuz. Donc c'est un accord très fragile et qu'on doit prendre beaucoup d'attention. Et c'est pour ça que je ne suis pas, pour l'instant, je ne suis pas très optimiste d'avoir de retour de l'économie mondiale comme avant ce conflit. Et la seule chose qui garantit le retour de l'économie mondiale, d'avoir un accord stable, fort, équilibré,
Et ça, selon ce que souhaitent l'Iran, qui souhaite gagner deux choses, avoir une garantie économique et bien sûr de remboursement entre guillemets de toutes les punitions qui ont été infligées liées à la guerre. Et deuxièmement, avoir une garantie pour l'Iran de continuer son programme nucléaire. C'est pour ça, moi, je vois que l'Iran... Le programme nucléaire pacifique. Pacifique, et on s'y bat après, mais voilà au moins son programme pacifique pour continuer toujours. Voilà. Oui. Selon vous, est-ce que le détroit d'Ormuz est-il devenu un outil permanent de négociation dans les relations entre Washington et Téhéran, ou les nouveaux accords pourraient-ils limiter l'utilisation de ce détroit en tant qu'outil stratégique de négociation? C'est un outil stratégique très important. Et maintenant, je vois le détroit d'Ormuz. Quand je pense à ce passage-là, je pense toujours au problème palestino-israélien, qui est devenu un problème permanent. On vit avec depuis un demi-siècle, même plus. Donc, je crains que le problème de ce passage maritime continuera avec nous pendant très longtemps si on ne trouve pas un accord stable et fort qui donne le profit pour les deux côtés, les Américains et le côté iranien. De point de vue politique international, comment voyez-vous la relation entre les pays du Golfe et les États-Unis après ce conflit? Juste avec les bases militaires américaines qui sont installées dans à peu près tous les pays du Golfe. Néanmoins, une fois que l'Iran commence à frapper, les bases envoient leur défense à Israël et ne défendent pas les pays du Golfe. En fait, au début de ce conflit, je pensais et j'espérais que le pays arabe commence à changer son stratégie de défense qui dépend des États-Unis et d'avoir une autre stratégie qui dépend de l'Égypte. Car avoir une armée arabe commune entre l'Égypte et le pays du Golfe et les autres pays arabes, pour moi, c'est la seule garantie de faire la stabilité sécuritaire dans cette zone. Mais, à mon avis, malheureusement, le pays du Golfe continuera sa politique de toujours de coopération avec les Américains à la place de faire cette coopération avec l'Égypte et les autres pays arabes. On a vu déjà quelques pays du Golfe avoir des négociations avec, par exemple, un pays tel que la Chine pour acheter que ce soit des avions militaires, des avions de chasse ou des navires et des bâtiments maritimes militaires. Comment voyez-vous cette ouverture des pays du Golfe je dirais, outre les relations avec les États-Unis, ils commencent à avoir des relations stratégiques avec le reste des pays ou le reste des pôles stratégiques du monde entier? Pour moi, c'est une ouverture assez limitée. C'est-à-dire la Chine jusqu'à maintenant ne présentait pas le partenaire principal, surtout en termes de défense et de coopération militaire avec le pays de Golfe. Toujours la position s'est liée avec les États-Unis et faire certaines opérations d'achat de certaines armes de la Chine, mais ça ne change pas la position actuelle que les bases militaires, ils sont là dans le pays de Golfe, sans servir rien du tout. Et ça, je trouve, c'est très paradoxal, mais ça va continuer comme ça. Espérons pour le mieux, docteur Imam Khalil. Je tiens à vous remercier. Merci à vous de vos explications. Je répète que vous êtes professeur d'économie et de sciences politiques. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Bonjour l'Égypte. Je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je vous donne demain rendez-vous pour une nouvelle édition. Au revoir.